La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Nous sommes le 1er mai 2019, vous écoutez la valise diplomatique sur iRadio. Je suis Bokar Alpha Khan, ravi de vous retrouver et je vous remercie pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le mois d'avril qui vient de s'achever coïncide avec les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda qui a fait 800 000 morts selon l'ONU. 25 ans après un traumatisme sans fin, le pays a trouvé la force de se relever sous la houlette de Paul Kagame, du moins au plan économique, avec une croissance en moyenne de 7% et 91% de la population couverte par l'assurance maladie. Le développement fulgurant du Rwanda est même cité en exemple partout en Afrique, malgré des violations régulières des libertés dénoncées par l'opposition rwandaise et les organismes de défense des droits de l'homme. Toutefois, le génocide reste pour les survivants une épreuve bouleversante, d'autant que la justice n'a pas été à la hauteur des massacres et de nombreuses questions demeurent sans réponse pour savoir et comprendre comment on en est arrivé là. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amadou Tidiane Fall. Bonjour. Bonjour, M. Khan. Vous êtes administrateur civil et chercheur sur différents sujets en Afrique. Amadou Tidiane Fall, dites-nous d'où vous est venu l'intérêt pour le Rwanda et son histoire contemporaine mouvementée. Bien, donc merci beaucoup M. Khan, merci pour l'invitation à cette émission La valise diplomatique qui est consacrée à l'actualité internationale et qui commence à être vraiment suivie maintenant. Merci. Bon, je salue d'abord les auditeurs et les auditrices de votre radio, iRadio. Donc l'intérêt, je peux dire que ça vient principalement de deux choses. D'abord, en tant que jeune étudiant, on est imbu de valeurs patriotiques et aussi on est un peu panafricain. Donc, et surtout que moi, j'étais dans un département de sciences humaines, département de philosophie, donc qui fait que nous nous intéressions à l'activité politique, à l'histoire politique, donc à la philosophie politique, et aussi j'étais très actif dans le mouvement syndical et associatif. Donc je m'intéressais un peu aux leaders de l'Afrique, Mamadou Dia, Thomas Sankara, Nelson Mandela et tant d'autres. Donc qui fait que nous nous concentrions notre temps à lire les épopées de ces Africains-là qui ont marqué l'histoire. Donc au fur et à mesure, ce sentiment grandit, donc qui fait qu'après avoir eu le DEA, je me suis intéressé aux questions africaines. Donc, que je m'intéresse de ce qui se passe au Congo. J'ai eu à faire des articles sur la Libye, sur le Mali. Maintenant, le Rwanda. Oui. Le Rwanda, c'est peut-être pour soigner, pour ma part, un traumatisme de gamin. Parce que je me rappelle très bien, en 1994, 94 pour parler comme les Belges, parce que nous sommes au Rwanda. Donc, nous suivons à la télé. En ce moment, j'étais au nord du pays, au Fouta, alors que les postes téléviseurs venaient d'arriver et on était scotchés pour suivre tout. Donc le journal télévisé. Et on voyait tout le temps des images qui nous venaient du Rwanda. Et on entend pour la première fois Rwanda, ce petit pays de l'Afrique de l'Est. Et il y a une image qui m'a beaucoup marqué. On montrait à la télé une dame d'une quarantaine d'années, donc de teint clair, insouciante, avec un joli sourire, et je n'arrivais même pas à retenir le nom. C'était la première ministre du Rwanda qui a été assassinée le 7 avril, le lendemain de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Et donc pendant des années, parce que quand on est jeune, on est gamin, on a toujours des faits qui nous marquent. Et en ce moment, je ne connaissais même pas son nom. C'est par la suite, lorsque j'ai commencé à mener des recherches sur le Rwanda, j'ai compris qu'elle s'appelait Agathe Uwilingiyimana. Donc, ça grandit à moi. Parce que ce sont des images terribles. Tu es jeune, tu vois à la télé, n'est-ce pas, des choses que tu ne connais pas dans ton pays, des tas de personnes tuées, jeunes, enfants, femmes et hommes, massacrés comme du bétail, ça reste. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au Rwanda. Et lorsque j'ai eu l'occasion, auparavant, j'ai fait des recherches sur le Congo, sur le Mali, et j'ai fait des publications sur l'histoire politique du Sénégal, notamment les événements de 62, avec l'opposition Senghor-Dia. Et en 2016, j'étais en fonction en tant qu'administrateur civil au ministère des Sports.
on devait jouer le dernier match de qualification pour la Coupe d'Afrique 2017 au Burundi. Et comme on avait du temps, l'entraîneur Aliou Cissé, que je salue au passage, son épouse est burundaise, il me dit non, il faudra qu'on se regroupe au Rwanda. Bon, j'ai dit c'est une belle occasion. Je me suis rendu au Rwanda et j'ai constaté quelque chose de merveilleux. Par rapport à ce qu'on entendait, par rapport à ce qu'on voyait à la télé, il y a 24 ans auparavant, ou bien 22 ans auparavant, parce que nous étions en 2016, j'ai vu une belle ville, Kigali. J'ai vu des gens disciplinés. J'ai vu des immeubles sortis de terre. J'ai interrogé la population, certains amis, ils sont disciplinés, ils sont consacrés au travail. Et au retour, dans l'avion, dans le Kenya Airways, j'ai griffonné quelque chose et j'ai rédigé une contribution que j'ai intitulée « Les bienheureux boulevards du Nouveau-Rwanda ». Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire un ouvrage là-dessus? Pourquoi pas retourner au Rwanda, mener des recherches, non pas écrire sur le génocide, parce que je sais que beaucoup de personnes en ont parlé, mais pour essayer de montrer le vrai visage du Rwanda. Parce que le génocide, d'où il vient, qui a abattu l'avion du président Juvenal Habyarimana, c'est un débat sans fin, nous allons y revenir. Je me suis dit, moi, je vais me consacrer sur les bienheureux boulevards du Nouveau-Rwanda. Peut-être que cela va constituer un exemple pour toute l'Afrique. Et ce point, d'ailleurs, on va y revenir sur la gouvernance Kagame, les résultats économiques, les problèmes de droits de l'homme et des libertés. On a commémoré cette année le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Mais en 1994, ce n'est pas le début des problèmes entre Hutus et Tutsis qui datent d'avant l'indépendance même du Rwanda en 1962. Bon, effectivement, on a commémoré le 25e anniversaire et j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie à l'hôtel Terubi parce que j'ai d'excellents rapports avec monsieur l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Mathias Arebamungu, d'ailleurs que j'ai téléphoné juste avant de venir ici, il m'a invité. Donc il m'associe à toutes les fêtes et les cérémonies qui sont organisées par le Rwanda ici à Dakar. Donc c'était une très belle cérémonie, donc 25 ans, c'est un quart de siècle. Et alors maintenant, il faut en parler, parce que pour que de tels événements ne puissent pas se reproduire, il faudra effectivement les comprendre. Et pour les comprendre, il ne faut pas simplement se limiter à 1994. C'est ça. Parce que au Rwanda, Hutus et Tutsis ne sont pas affrontés juste en 1994. Les causes sont plus lointaines. Et alors, pour comprendre ceci, je pense qu'il faudra remonter plus haut. Je ne parle même pas de l'indépendance. Il faudra un peu faire un résumé de l'histoire du Rwanda, avec des points saillants et bien qui vont nous permettre de comprendre réellement ce qui s'est passé en avril 1994. Donc, le Rwanda, on peut le considérer comme étant le dernier pays à être colonisé par les Européens. Donc, le Rwanda, avant cela, c'était un royaume. Un royaume, n'est-ce pas, aux enclavures du Zaïre, du Congo à l'époque, et actuellement qui est devenu Congo, donc coincé par la Tanzanie, par l'Ouganda et le Burundi. Le Burundi aussi, qui a une histoire un peu similaire au Rwanda, oui, c'est parce les que mêmes... ce sont des Hutus et des Tutsis qui vivent au Burundi à peu près la même langue avec quelques variantes. Au Rwanda, on parle de Kinyarwanda et au Burundi, on parle de Kirundi. Alors, donc le Rwanda était une colonie allemande. C'est une colonie allemande. Donc, disons, l'Allemagne est entrée tardivement au Rwanda. Donc, ça a commencé le 15 novembre 1894 pour se terminer le 16 mai 1916. Le comte von Goetzen, autrichien, parce qu'ils ont d'abord commencé à explorer l'est de l'Afrique, est entré au Rwanda. Sans visa, donc je précise, sans opposition. Et donc il est parti rendre compte à ses supérieurs en disant qu'il a trouvé un beau paysage aux enclavures du Congo
qui est sous le joug de la Belgique, du roi Léopold II, un pays montagneux, un pays agréable, un pays peuplé par des gens intelligents. C'est comme ça qu'il avait dit. Et donc, finalement, après la conférence de Berlin, le Rwanda fut confié à l'Allemagne, de même que le Burundi, et ils ont formé une communauté qu'ils appellent le Rwanda-Urundi. Mais est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà de Hutu, de Tutsi, où il y avait juste une population? Effectivement, parce que lorsqu'on revoit un peu l'histoire du Rwanda, on voit que le peuplement date de très longtemps. Ce sont des Africains qui vivaient ensemble et en paix avant l'arrivée des Européens, avant l'arrivée du colon, qui vivaient en paix, n'est-ce pas, avec, et je précise bien, une seule langue, le Kinyarwanda, oui. Avec peut-être des classes sociales, je ne parle pas d'ethnie, parce que la définition de l'ethnie, sur le plan vraiment anthropologique et sociologique, n'est-ce pas, ne correspond pas à ce qu'on voit au Rwanda. Parce qu'au moins, l'ethnie, les gens ont des langues différentes. Et même aux noms, les appellations, les noms, les prénoms des Rwandais, tu n'arrives pas à distinguer exactement qui est Hutu, qui est Tutsi et qui est Towa. Physiquement, ils ont inventé. Il y a des traits. Il y a des traits qu'ils ont inventés après. Par les Allemands. Parce que, voilà, c'est lié peut-être, n'est-ce pas, aux familles. C'est lié à la génétique, à l'héritage. Alors ici, par exemple, au Sénégal, nous vivons en paix, nous sommes là. Quand je vois quelqu'un que j'appelle Racine Diatta, automatiquement, je pense qu'il est Diola ou c'est... Quand je dis Bokar Alpha Kane, avant de vérifier, je dis qu'il est Peul. Oui. Parce que par rapport au nom, c'est ça. Quand je dis Christine Mendy, et puis on qualifie quelque part avant de vérifier. Au Rwanda, il n'y a pas ça. Alors, ils vivaient normalement avec les Tutsis, les Hutus et les Towa. Et ce n'était pas une question d'ethnie, parce que ça, c'est une invention. Généralement, ceux qui pratiquaient l'élevage, parce qu'il y a une dynamique de la sacralité de la vache au Rwanda, ceux qui pratiquaient l'élevage, c'était des Tutsis. Les agriculteurs, n'est-ce pas, la masse paysanne, ceux qui étaient les plus nombreux, on les appelait des Hutus. Donc on a une différenciation fonctionnelle liée à l'activité. Liée à l'activité. Oui. Et on a vu après que selon que tu acquiers des vaches, de la richesse, eh bien tu quittes Hutu pour devenir Towa. Il y a même un terme en Kinyarwanda, n'est-ce pas, qui désigne le fait que quelqu'un, n'est-ce pas, quitte une classe sociale moins aisée vers une classe sociale aisée, n'est-ce pas, il devient Tutsi. Alors, il n'y a pas de différence sur le plan morphologique, sur le plan culturel et même sur le plan de la religion. Ils ont leur religion traditionnelle, oui. Ils croient à un seul Dieu qu'ils appellent Imana. Mais alors, d'où vient le problème? Le problème est venu lorsque les Allemands, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le comte von Goetzen, sont venus s'installer au Rwanda. Bon, ils étaient à la recherche de la source du Nil, c'est ça? Oui, en fait, même ça aussi, c'est pas... en fait, c'est pas acté. L'essentiel, c'était sur le chemin. Oui. C'était sur le chemin. Okay. Donc, le fait aussi que ça soit un pays de 1000 collines, effectivement, peut-être ça a stoppé un peu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir continuer vers l'Ouganda, vers le Kenya, et aller, comme vous l'avez dit, vers la source du Nil. Voilà. Donc, ils sont installés au Rwanda et au Burundi. Alors, maintenant, il fallait qu'ils puissent asseoir leur domination sur les populations autochtones. Et ils n'ont pas vraiment rendu service au Rwanda. Parce qu'avant le royaume du Rwanda, les Banyarwanda, déjà ils avaient un sentiment de nationalité. Ils s'appelaient les Banyarwanda. Il y avait un nationalisme, fort qui faisait face donc à la colonisation. Entre Tutsi, Hutu et Towa qui vivent depuis des millénaires ensemble au Rwanda, ils se considéraient comme étant des Banyarwandais. Alors maintenant, le colonisateur est les limites de l'ancien royaume Banyarwandais, n'est-ce pas? C'est pas la même chose que les frontières actuelles du Rwanda. Oui. Parce qu'ils progressaient un peu, parce qu'il y a des montagnes, voilà, de l'est de l'Ouganda, par rapport, n'est-ce pas, à l'illusion optique, ils ont aperçu des montagnes en croyant non que c'est loin, alors ils l'ont laissé à l'Ouganda,
n'est-ce pas, à l'Angleterre. Oui. L'Ouganda qui était une colonie anglaise. Oui. De l'autre côté aussi, du côté de la Kivu, il y a des parties qui sont amputées maintenant qui appartiennent à la République démocratique du Congo. On va y revenir. Maintenant, pour asseoir le pouvoir, n'est-ce pas, le colon allemand était obligé de transformer ces divisions sociales-là qui sont liées aux activités et qui n'étaient pas forts, alors qu'il y avait des aménagements entre Hutu, Towa et Tutsi, n'est-ce pas? Ils sont appuyés sur ça pour continuer à diviser la population, s'appuyant sur l'aristocratie qui était les Tutsis, n'est-ce pas? Les rois, parce qu'il y avait beaucoup plus de vaches et de pouvoir, pour continuer, n'est-ce pas, à dominer le reste de la population qui est constituée essentiellement de Hutu et accessoirement de Towa. Donc, de fil en aiguille, on en arrive à ce que des communautés se tapent dessus. On en arrive à ça et c'est pas fini. Au cours de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a été battue, donc les colonies allemandes, le traité de Versailles, ont été confiées avec d'abord le traité de Versailles, et ensuite la Société des Nations a confié le Rwanda-Urundi à la Belgique. Pourquoi? Parce que la Belgique avait déjà une vaste colonie à côté de la République démocratique du Congo. Vaste colonie, 100 fois peut-être plus grand que la Belgique, et que, ironiquement, le roi Léopold II considérait comme étant sa propriété privée, en d'autres termes, son jardin botanique. Et alors, ils ont continué la même chose, n'est-ce pas? Ils ont suivi les traces du colon allemand, et la Belgique, n'est-ce pas, qui a maintenant un pouvoir, parce qu'il y a l'arrière-base, le Congo, et effectivement a continué la domination, a accentué un peu ce simulacre de domination des Tutsis sur les Hutus, et après, ils ont même instauré des cartes d'identité ethnique. Et ça a été le fait le plus grave. Si ta carte d'identité, on marque Tutsi. Effectivement, vous appartenez à quelle ethnie? On marquait Tutsi. Aujourd'hui, c'est supprimé ça. C'est supprimé. Oui. Mais on n'a pas supprimé ça automatiquement après l'indépendance. Oui. Et là, on va expliquer. C'est après le génocide que ça a été. C'est après le génocide. C'est ça. N'est-ce pas? C'est le président Kagame qui a décidé. Et maintenant, tu n'oses pas parler haut et fort. Il y a une loi. Il n'y a pas de Tutsi. Oui, il n'y a pas de Hutu. Il n'y a pas de Towa. Il n'y a que des Banyarwandais. Il n'y a que des Rwandais. Et ils ont leur langue qui s'appelle le Kinyarwanda. Oui. Donc finalement, les recherches que j'ai faites montrent que déjà, juste avant l'indépendance, c'est en 62. Oui. Mais en 59 déjà, il y avait des massacres entre Tutsis et Hutus. Bon, les Tutsis surtout. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le roi Mutare, en 1956, parce qu'il a remplacé son père, n'est-ce pas, à la suite d'un coup d'État, de combinaison belgique. En 1956, il a commencé à revendiquer l'indépendance. Donc le roi Tutsi a commencé à revendiquer l'indépendance, n'est-ce pas, aux Nations Unies. Oui. Et maintenant, comme la Belgique avait un autre problème déjà à régler au Congo, avec des provinces vastes et riches, donc la Belgique ne voulait pas. Et alors, il faudra aussi dire qu'auparavant, qu'ils ont participé un peu, aidés par des pères blancs belges, par l'Église, pour stopper un peu, n'est-ce pas, l'islam dans cette zone-là. Parce qu'il y a l'islam, il y a le Soudan, il y a l'Égypte, et il y a la Tanzanie. Oui. Donc, les colons ont été aidés dans cette tâche par l'Église catholique, les pères blancs. Donc, effectivement, parce que le roi là, Musingue, j'ai dit qu'il a refusé, n'est-ce pas, de se baptiser, de baptiser son fils. Oui. C'est pourquoi il a été renversé. Donc, la Belgique s'appuyait sur l'Église qui menait en même temps une mission de civilisation et d'évangélisation. Oui. Donc, en 1956, lorsqu'ils ont commencé à revendiquer l'indépendance, alors le pouvoir blanc, il fallait que ce pouvoir belge puisse trouver d'autres ressorts des solutions. Alors, ils ont commencé à monter les Hutus contre les Tutsis minoritaires, contre les rois Tutsis, n'est-ce pas? Parce qu'entre-temps, ils ont eu le temps de les diviser jusqu'à ce qu'eux-mêmes commencent effectivement à le sentir, alors qu'en réalité, il n'y a pas ça. Quelque part, le gouverneur du Rwanda-Urundi a dit plus tard, Jean-Paul Aroy, il dit « Et Hutu, celui qui se dit Hutu, et Towa, celui qui se dit Towa, et Tutsi, celui qui se déclare Tutsi. » Parce qu'en vérité, eux-mêmes, ils savent que ça dépend simplement des divisions qu'ils ont instaurées. Oui. Alors maintenant,
le pouvoir, les Hutus ont commencé à se regrouper. Ils ont une occasion pour eux d'avoir une vengeance. Et effectivement, ils ont commencé... Sachant qu'ils ne sont pas majoritaires. Non, les Hutus sont majoritaires. Oui. Les Hutus, ce sont les Tutsis qui sont minoritaires. En fait, ceux qu'on appelle maintenant... Ceux que le colon a voulu ranger dans la catégorie restante de Tutsis. C'est ça. Maintenant, ceux que le colon a voulu ranger dans la catégorie Hutu, ces gens-là sont majoritaires. Et maintenant, il s'est trouvé que, comme la Belgique ne voulait pas donner l'indépendance, alors il fallait trouver la solution. La solution, c'est instrumentaliser la grande masse Hutu pour se révolter contre le roi Tutsi et effectivement pour être de leur côté. Et ce n'est pas pour rien que le premier président du Rwanda, Grégoire Kayibanda, a été pendant longtemps secrétaire effectivement des Pères Églises. Il a même animé un journal d'évangile. Donc, voilà, la proximité a fait effectivement qu'ils lui ont donné beaucoup de force et ils ont créé le parti, le Parmi Hutu. Et lui-même sera renversé par Juvenal Habyarimana en 113. En 113. Donc, avant de venir à ça, alors là, ils ont commencé les massacres. Ils ont commencé les massacres en 1959. Bon, parce que les Tutsis aussi ont lancé des attaques depuis l'Ouganda. Non, ça aussi, c'est... Non, ça c'est après. Oui. Ça c'est bien après. Non, mais parce que déjà, sur l'année 1959, Oui. les premiers massacres sont dus à des représailles après des attaques de Tutsis venus de l'Ouganda. Non, ça c'est après. Ce qui s'est passé, Oui, les premières vagues d'immigrés ont commencé en 1959. oui, Donc avant, il n'y avait pas ça. Donc les gens qui vivaient dans le pays ne pouvaient pas attaquer. oui. Ça, c'est après. Alors maintenant, lorsque les Hutus ont commencé à massacrer les Tutsis, alors ils se sont exilés. Des familles entières sont parties. Ils sont exilés dans les pays voisins. Donc les massacres étaient dus à une lutte pour contrôler le pouvoir. Les massacres étaient dus à une lutte pour contrôler le pouvoir. Et les richesses du pays. Non, pas seulement les richesses du pays. Pour la première fois, les Hutus ont trouvé une occasion pour eux de se venger parce que dans leur conscience, le colon a mis une chose, que vous êtes exploité par cette minorité-là. Par cette minorité Tutsi, voilà. Tutsi. Maintenant, ils ont commencé à s'exiler. Oui. Ils ont commencé à partir. À se poser des questions, à se dire que finalement, voilà. Et maintenant, ils ont organisé un référendum, ils ont créé la République, et n'est-ce pas, en 1961, après la semi-autonomie et l'autonomie en 1962, Grégoire Kayibanda a été président. Donc maintenant, il a instauré un pouvoir Hutu fort, donc voilà. qui fait qu'il y a des centaines et des milliers de Tutsis qui sont partis, certains vers le Burundi, d'autres vers la Tanzanie, d'autres vers la République démocratique du Congo, et la plus grande vague vers le nord, vers l'Ouganda. Donc déjà, dès la création de la République, on est déjà en face d'un problème, parce qu'il y a une communauté qui a pris effectivement, le et pouvoir. maintenant, croyant se venger Et qui veut chasser l'autre partie. contre l'autre, Oui. certains sont partis. Bien. Et maintenant aussi, bon, il y a eu d'autres problèmes en 1963. Oui. En 1963 encore, il y a eu des massacres. Oui. Il y a une vague d'immigration. Tout Et à en fait. 1963, ce qui est important, là, qu'il y avait un jeune garçon qui avait 4 ans et qui a fui avec sa famille et qui a été sauvé par une reine et qui est parti. Et c'est ce jeune qui avait 4 ans qui a fui avec ses parents, n'est-ce pas, quittant le Rwanda pour aller en Ouganda. Il avait 4 ans et c'est lui qui est actuellement le président de la République du Rwanda. Paul Kagame. Paul Kagame. Bien. Alors, sur ces entrefaites, donc, l'histoire évolue de répression à répression, d'attaque en attaque, jusqu'à ce qu'on en arrive à de premiers affrontements qui vont mener aux accords, une première guerre civile, n'ayons pas peur des mots, qui va arriver aux accords d'Arusha. Voilà. Bon, avant cela, la première attaque c'est 59, la deuxième c'est 63, et la troisième c'est en 1972. Je schématise pour qu'on aille vite à cause du temps. Donc, parce qu'en 72, avec les massacres des Hutus au Burundi, maintenant, le pouvoir de Kayibanda a commencé à osciller. Le chef d'état-major général des armées du Rwanda, ministre de la Défense, Juvenal Habyarimana, a fait un coup d'état parce que lui, il est un Hutu du Nord. Et, n'est-ce pas, il disait que les Hutus du Sud étaient un peu légers par rapport à la répression qu'ils doivent apporter contre les Tutsis. ils n'étaient pas assez virulents. N'est-ce pas, les villes. Maintenant, les Tutsis et quelques rares Hutus immigrés, n'est-ce pas, ont commencé à se former. Ont commencé, n'est-ce pas, à prendre conscience de ça et ils voulaient revenir. Mais à chaque fois qu'ils voulaient revenir, le président Juvenal Habyarimana a refusé en disant que le pays était très petit, c'est pas possible, jusqu'en 1987, et il crée le Front patriotique rwandais. Le FPR, il est créé en 1987. Et maintenant, le 1er octobre 1990, ils ont tenté de revenir au Rwanda par la force
et c'est le début de la guerre civile. Parce que aussi, pourquoi en Ouganda? Parce que la plupart des jeunes Tutsis qui étaient immigrés, n'est-ce pas, comme Paul Kagame, comme Fred Wigema, qui a été le dirigeant du FPR avant de tuer le jour de l'attaque, comme James Kaberebe et les autres, ils ont intégré l'armée ougandaise et ils ont aidé l'actuel président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui appartient à une ethnie qu'on appelle les Banyankole, qui est un peu apparenté aux Tutsis selon certains. Ils l'ont aidé à combattre et lorsqu'il a gagné, il est devenu président contre Michel Obeté, contre Amin Dada et les autres, il a armé ces gens. Parce que Paul Kagame a occupé des responsabilités militaires en Ouganda d'abord. Chef adjoint du renseignement militaire. Fred Wigema était pratiquement chef d'état-major général adjoint. Donc, lorsqu'ils ont franchi la frontière, le FPR, en 1990, pour revenir au Rwanda par la force, ils portaient les uniformes de l'armée ougandaise. Bon, est-ce qu'ils n'ont pas réussi parce que la France soutenait le régime de Juvenal Abiyarimana? Pourquoi? Et un peu la Belgique d'ailleurs. Mais bien sûr, parce que dès le 4, ils ont lancé l'offensive. Le 1er octobre 1990. Et le 4 octobre 1990, la France a envoyé ses troupes avec le Zaïre de Mobutu et avec la Belgique, ce qu'ils ont appelé l'opération Nouroua. Et n'eût été l'opération Nouroua dirigée par les Français, le FPR aurait pris de Kigali en un temps et cela aurait pu éviter peut-être ce qu'on a vécu en avril, mai et juin 1984. Et le rôle de la France reste encore assez trouble. Mais, la France a joué un rôle important. D'abord, j'ai dit, parce que la France s'est alliée au président Juvenal Abiyarimana. La France fournissait des armes à Abiyarimana. La France a envoyé des l'assistance militaire. Il y a un tas de choses, oui. L'avion de Abiyarimana, le Falcon 50, qui a été abattu le 6 avril 1994 en provenance d'Arusha. En provenance de Dar es Salaam, n'est-ce pas, en compagnie du président du Burundi. Cet avion a été offert par François Mitterrand à Juvenal Abiyarimana et l'équipage était français. Donc l'opération Nouroua. Et en 1993 aussi, il y a une nouvelle offensive du FPR. Nouvelle offensive, dynamique, qui a été stoppée, n'est-ce pas, à bord de Kigali par les Français. Donc en réalité, tout cela montre que, on avait les éléments qui montraient que quelque chose allait se passer et qu'on n'a rien fait pour l'éviter. Effectivement. C'est un peu ça, si on résume. Lorsque, avec les bonnes volontés, le président Abiyarimana a commencé un peu à réfléchir, il y a eu des discussions. Parce que même la mise en œuvre des accords d'Arusha a posé problème. Mais bien sûr. Parce qu'à l'époque aussi, la France était confrontée à quelques problèmes politiques liés à la cohabitation entre Balladur et Mitterrand. Qui ont fait qu'il y a eu des hésitations et des dysfonctionnements. Mais surtout, il faut comprendre, mais selon vous, pourquoi la France s'intéresse tant au Rwanda? Alors que ce n'est pas une ancienne colonie. Mais pourquoi? Parce que la France n'a pas un pouvoir, n'a pas une colonie en Afrique de l'Est. Donc il faut un point d'ancrage. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda sont des colonies britanniques. Le reste était belge. Donc la France voulait limiter l'influence britannique dans la région. Et comme c'est la même chose aussi que la France est intervenue auparavant en 1963 au Nigeria, n'est-ce pas, lors de la guerre du Biafra, c'est pour limiter l'influence britannique. Et de l'autre côté, mais qui a des colonies? C'est la Belgique, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Mais sauf que la Belgique n'était pas assez mais la France voulait surtout limiter l'influence des Britanniques dans la région et ils ont trouvé leur maillon, ils ont trouvé leur pion en la personne de Juvenal Abiyarimana. Oui. Et donc, son avion est abattu, le génocide démarre, et devant une communauté internationale quelque peu tétanisée. Le 6 avril, tétanisée entre guillemets. Le 6 avril, après, à la suite des accords d'Arusha, parce que même le président Juvenal Abiyarimana avait commencé un peu à s'ouvrir, à vouloir accepter ces accords, à vouloir lui-même un gouvernement d'union nationale, alors que son entourage ne le voulait pas. Mais c'était sur la pression des Français, notamment Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, et François Léotard, ministre de la Défense. Effectivement, parce que c'était la cohabitation, ce n'était pas facile. Tout à fait. Donc les ordres, la volonté des Mitterrand, effectivement, ne suffisait pas. Parce qu'il y avait à côté Balladur, il n'appartient pas au même camp. Parce que Balladur lui a été imposé à la suite des élections législatives. Tout à fait. Bon, maintenant, en provenance de Dar es Salaam, parce que c'est à Dar es Salaam que se réunissaient
sous la supervision de la Tanzanie, n'est-ce pas, les présidents de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi, pour essayer de trouver une solution à la question du Rwanda et du Burundi. Au retour, la nuit au retour, le président Juvenal Habyarimana, avec ses quelques ministres, avec son chef d'état-major général des armées, et il a amené avec lui le président du Burundi, qui était au pouvoir que quelques mois. Oui. Parce qu'au Burundi, on a assassiné le président Melchior Ndadaye, et Cyprien Taryamira a pris le pouvoir. Donc, Habyarimana a pris dans son avion Cyprien Taryamira. Maintenant, lorsque l'avion a commencé sa descente vers Kigali, c'est l'aéroport de Kanombe, donc l'avion a été atteint par un missile. Bon, il y a un rapport français qui dit que le tir est parti du camp de... Il y a d'abord un premier rapport de juge Brière. Mais qui avait intérêt à ce que cet avion tombe? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est ça. Parce qui avait intérêt à tuer le président Juvenal Habyarimana? Parce que c'est ça qui déclenche le problème. C'est pas la cause. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse. C'est l'élément déclencheur. Mais bien sûr, moi personnellement, je me suis rendu sur place. Oui. Je suis allé visiter l'ancienne maison de Juvenal Habyarimana à Kanombe. Donc sa maison est à côté de l'aéroport et du camp militaire, tous les tirs sont partis. Et j'ai vu les débris de l'avion. C'est vrai que la boîte noire a disparu, mais qui avait intérêt? Alors, le FPR, dirigé par Paul Kagame, savait pertinemment que s'il engageait, n'est-ce pas, une bataille non tactique et non contrôlée, ce sont les Tutsis de l'intérieur qui allaient être massacrés. Parce que dès l'instant que le FPR a commencé à lancer des offensives, le pouvoir Hutu, n'est-ce pas, les génocidaires ont commencé à massacrer les Tutsis. Donc le FPR n'avait pas intérêt à tuer comme ça Juvenal Habyarimana, d'autant plus qu'il avait commencé à fléchir, à changer de position. Mais qui avait intérêt? C'est que ceux qui ont longtemps planifié, organisé, pensé le génocide. Ma conviction, c'est que l'entourage du président Habyarimana, notamment le colonel Théoneste Bagassora, effectivement, ce sont eux qui ont fait descendre l'avion du président Habyarimana. Parce que les rapports français, n'est-ce pas? Mais eux, dans quel but vont-ils abattre l'avion de Habyarimana alors qu'ils sont avec lui? Un prétexte. Oui. Parce qu'il avait théorisé ce qu'il appelle la solution Un prétexte finale. donc pour liquider, cette histoire de théorie. Il leur fallait un prétexte. Oui. Il leur fallait pour faire le ménage la un peu mort chez les Tutsis. Oui. Il leur fallait quelque chose. Parce qu'auparavant... Quelque chose de fort pour justifier... Auparavant, ils ont créé des organes de presse. C'est ça. La radio-télévision du Mille Collines. Oui. Et après, on a vu que beaucoup de dignités du régime ont participé à financer la radio. Ils ont créé, avec Hassan Ngeze, le journal Kangoura. Donc, avec des dessins appelant à la haine. Cette thèse, elle est étayée? Elle est étayée. Enfin, elle est prouvée, je veux dire. Mais parce qu'il y a des documents qui sont disponibles. Il y a les instruments, n'est-ce pas, les archives de la radio des Mille Collines. Oui. Il y a aussi les archives du journal Kangoura qui sont là. Et la radio annonçait aux populations en Kinyarwanda qu'il faut se préparer, quelque chose de terrible, de grand, va se passer dans les prochains jours. Et cette chose terrible et grande fut l'assassinat du président Habyarimana. Alors, si réellement ce n'était pas planifié, pourquoi, lorsque l'avion du président Habyarimana est tombé à Kanombe, pourquoi, juste dans la nuit, ils ont commencé les massacres avec des centaines de machettes? Pourquoi le lendemain, ils ont tué la première ministre? Ça veut dire que les gens étaient prêts? Mais ça signifie que les gens étaient prêts. Oui. Parce que le général Roméo Dallaire, le Canadien Roméo Dallaire, oui, qui commandait la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda, avait écrit aux Nations Unies en ce moment, mais parce qu'en ce moment, personne ne s'occupait du Rwanda. C'était la Coupe du Monde, n'est-ce pas, aux États-Unis. Voilà, parce que c'est un petit pays en Afrique. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Roméo Dallaire avait dit, parce qu'il a reçu les informations d'un militaire qui appartenait aux forces armées rwandaises oui, du général Habyarimana. Et il a voulu le protéger. Il n'a pas dit son nom, il l'a nommé Pierre. Pierre a dit, est venu voir, il dit ce qui se passe est extrêmement grave. Parce que des militaires Hutus sont en train de former des jeunes tueurs qu'ils appellent les Interahamwe, ceux qui finissent pour tuer. Et ce qui est vraiment dommage, il appelait ça travailler. Aller tuer dans un secteur, aller tuer de Tutsis, ils appelaient ça travailler. Et maintenant, il a dit qu'il y a quelque part, à Kigali, où ils ont enterré
des centaines et des milliers de machettes. Finalement, l'ONU n'a pas répondu à ça. Personne n'a rien fait. Bon, d'ailleurs, lui, quand le génocide a eu lieu, il a demandé des troupes. On ne lui a pas accordé le nombre qu'il avait demandé. Non seulement on ne lui a pas accordé le nombre qu'il avait demandé, mais on a diminué drastiquement ses troupes. Parce que déjà, la Belgique a retiré ses troupes à la suite du massacre de ces 10 casques bleus. Parce que la première ministre... Parce que l'opinion publique était un peu... Mais il faut dire quand même qu'à l'époque, l'opinion publique, enfin la communauté internationale était un peu échaudée, notamment les États-Unis, avec ce qui s'est passé en Somalie. L'opération Restore Hope qui a mal tourné. Et donc les Américains ne s'intéressaient plus à rien. Ils se sont lavés les mains de tous les... Et en laissant les Français s'occuper du problème. Les Américains avaient un peu peur, n'est-ce pas, d'intervenir au Rwanda. Et comme vous avez dit exactement, par rapport à ce qui s'est passé en Somalie et tout ça. Donc, ils ne voulaient pas trop engager leurs troupes, n'est-ce pas, dans des opérations de guerre qui se passaient en Afrique. Mais comment voyez-vous aujourd'hui les démarches entreprises par le gouvernement français, notamment pour ouvrir les archives? Et qu'est-ce que ces archives vont révéler que vous, les chercheurs, ne savez déjà? Bon, en fait, parce qu'on a voulu en France d'abord faire accréditer la thèse selon laquelle c'est le président Kagame et le FPR. Oui, il y a un juge qui a... Le juge qui a souhaité... Mais ça a été manipulé parce qu'il y a eu de fausses archives, il y a eu des sons qui ont été modifiés et tout. Après, ça a été classé. Et l'enquête, par la suite, a été confiée à l'autre juge, Marc-André Vidic, Intalipou. Donc, qui ont montré effectivement que, contrairement à ce que le premier juge avait dit, contrairement à ce que le gouvernement français soutenait, et aussi contrairement à certains écrivains comme Pierre Péan disaient, mais les tirs sont partis du camp militaire de Kanombe. Et le camp militaire de Kanombe était la base des forces armées rwandaises, soutenues par les... fidèles au président Juvenal Habyarimana, soutenues par les Français. Donc, la France, en ouvrant donc ces archives, parce qu'il y a une commission qui a été créée depuis le 5 avril et confiée à un éminent professeur d'histoire, on cherche à prouver quoi? Peut-être on cherche à rétablir la vérité. Mais la vérité... La vérité, c'est quoi? Parce qu'il y a même un ancien militaire... Enfin, la vérité officielle, on va dire. En fait, c'est pas la vérité officielle, parce que la vérité, elle est connue. La vérité vraie, elle est connue. Maintenant, que ce qu'ils disent soit... Sauf que la France a toujours minimisé son rôle dans cette affaire. Parce que estimant que il y avait quelques dysfonctionnements, mais il ne faut pas exagérer non plus en disant que la France est responsable. Avec des dates et des faits précis qui montrent que la France était bel et bien impliquée. Il n'y a pas plus important que... Les mots sont importants. Impliqués ou ils ont laissé faire? Non seulement ils sont impliqués, ils ont laissé faire. Parce que c'est pas la même chose. Ils ont laissé faire. Je viens. Parce qu'on peut être au courant et on laisse faire, mais impliqué, ça veut dire qu'on a été actif. Il y a un militaire, un ancien militaire français, qui a participé à l'opération turquoise au Rwanda, n'est-ce pas, sous les drapeaux de la France, qui s'appelle Guillaume Ancel, vous pouvez le vérifier dans le net, et après qui est devenu écrivain, qui a écrit, et comme titre, Rwanda 94, un génocide que la France aurait pu éviter. Il a dit un génocide que nous aurions pu éviter. Qui, nous? C'est la France. Il aurait pu éviter ça. Il aurait pu éviter par rapport à leur implication, par rapport à la proximité, n'est-ce pas, de François Mitterrand et du président Habyarimana. Il aurait pu éviter parce qu'ils ont formé les forces armées rwandaises. Lorsque le FPR a lancé l'offensive, effectivement, l'armée rwandaise était complètement désarticulée. Donc, il a fallu un renfort de la France pour les former. Donc, c'est un génocide. Bon, nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails parce que nous voulons que la grande masse puisse comprendre ce qui se passe au Rwanda. C'est un génocide qu'ils auraient pu éviter et effectivement qu'ils n'ont pas fait. Alors, on va se pencher un tout petit peu sur le cas Kagame, quand même, qui gouverne le pays depuis 2000. Il a été élu en 2003, puis en 2010, puis réélu en 2017. Est-ce que ce génocide-là justifie la mise sous coupe réglée du pays depuis 2000 par Paul Kagame? Bon, je ne dirais pas que ça justifie. Ça sont des affaires internes de oui, mais enfin, bon, on ne va pas non plus dire que c'est des affaires internes. Ce que je dis quand même, oui. Honnêtement, parce que si les autres jugent, mais ce que j'ai vu au Rwanda, parce que j'ai fait là-bas beaucoup de mois, je suis mélangé à la population, que les gens l'apprécient fortement. Non, mais on est d'accord. En fait,
Oui, mais déjà, Ahmed Tidiane Fall, est-ce que vous n'êtes pas un peu... C'est pas suspect de voir Paul Kagame remporter des élections avec plus de 90% des voix? Parce que on est en 2019. Mais qui t'a dit réellement que les populations n'ont pas voté pour lui? Non, mais c'est possible, mais avec la répression qu'il y a au niveau de l'opposition, que vous n'ignorez pas. Il y a une main forte. Là, je comprends. Parce que aussi, bon, il fallait... On va peut-être dire deux mots aussi du pillage au Congo, parce que le rôle de Kagame aussi au Congo, avec les richesses du Congo et ça aussi, la première guerre et la deuxième guerre du Congo, c'est montrer réellement ce qui a conduit à la première guerre. Oui. Et ce que Kagame a fait en attaquant le Congo. Je ne parle pas des pillages. En attaquant le Congo, si c'était à refaire, je sais qu'il allait le refaire. Et je peux te dire pourquoi, si on a un peu... Non, mais il a réglé des comptes avec Mobutu. Non, ce qui s'est passé. Lorsque le FPR de Kagame s'est emparé de Kigali, les forces armées rwandaises, n'est-ce pas, qui étaient avec le gouvernement intérimaire génocidaire, et les populations Hutus qui craignaient les représailles ont fui vers la frontière avec le Zaïre. Oui. N'est-ce pas? Ils ont traversé la ville de Gisenyi pour aller à Goma et s'installer à quelques kilomètres après. Mais il faut aussi rappeler que lorsque le FPR est venu au pouvoir, Kagame n'a pas été président rapidement. Non, il y avait Pasteur Bizimungu qui était... Parce qu'ils ont instauré un gouvernement selon les termes de l'accord d'Arusha. Pasteur Bizimungu était un Hutu, le premier ministre était un Hutu, Kagame était vice-président, ministre de la Défense jusqu'en 2000. C'est ça. Alors, maintenant, lorsqu'ils ont senti que les troupes là, les anciens tueurs qui étaient refusés au Congo, avec l'aide de la France et de Mobutu, s'entraînaient pour venir attaquer à nouveau le Rwanda, le président Kagame a dit, si la guerre est inévitable, elle ne va plus se passer au Rwanda, qui est un petit pays, il va se passer chez eux. Et donc il a transporté le conflit. Il a attaqué au Zaïre. Il a attaqué le Zaïre. Bon, ils ont trouvé maintenant quelqu'un, un pion, n'est-ce pas, un vieux routier de la politique, un Katangé, du nom de Laurent Désiré Kabila. Oui. Et ils l'ont mis devant. C'était juste, n'est-ce pas, pour la couverture. Oui. Et c'est réellement James Kaberebe, l'homme de Kagame, qui était jusqu'à une récente ministre de la Défense. C'est James Kaberebe, général Kaberebe, qui a conduit les opérations. Et bien le président Kabila n'était qu'une couverture. Parce que aussi, il fallait attaquer, sinon les anciens tueurs, appuyés par la France et le Zaïre, allaient attaquer le Rwanda. Oui, mais tout ça, on est d'accord. On voit que Paul Kagame, il est quand même un tout petit peu obsédé, ou il a une paranoïa un peu de la sécurité et éviter que les vieux démons que le pays a connus dans le passé ne reviennent. Mais ça ne justifie pas forcément le tour de vis sécuritaire et la répression de l'opposition démocratique. Effectivement. Il vient de reconnaître il y a quelques jours l'assassinat de Seth Sendashonga, qui était ministre de l'Intérieur en 1998, pour de présumés complots avec les Ougandais, des généraux ougandais. Il est vrai qu'il avait rencontré... On dit beaucoup de choses, mais lui, il reconnaît. Il dit qu'il ne s'excuse pas. Oui, effectivement. En fait, je vous dis que ce sont des choses qui ne sont pas admissibles en démocratie. Ça, les assassinats ou bien de fait... Mais est-ce qu'on peut passer ça sous silence au nom de la réconciliation nationale ou de la paix ou de maintenir un peu les équilibres du pays? Que nous écrivons, que ce soit des textes de contribution ou des journaux à produire, mais effectivement, nous disons ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer de merveilleux, mais encore les manquements. Ça fait partie des manquements. Mais autrement, ce ne serait pas facile. Je ne justifie rien du tout. Je suis un démocrate du début à la fin. Je ne justifie pas. Je ne suis pas d'accord avec l'assassinat des opposants, l'emprisonnement, n'est-ce pas, des membres de l'opposition, de Diane Rwigara, etc. Ou bien la dictature. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je dis qu'il a fallu quand même, il fallait des efforts. Lorsque le FPR est venu au pouvoir, il n'y avait absolument rien. Je vous dis que en 95, en fin 94, en 95, les fonctionnaires rwandais, on ne les payait pas de salaire parce qu'il n'y avait ni argent, ni eau, ni électricité, ni mobilier de bureau, ni rien. Ils travaillaient et chaque jour, ils avaient des denrées alimentaires. Il fallait cette réconciliation-là. Il fallait, n'est-ce pas, répondre... Mais est-elle aboutie aujourd'hui, la réconciliation? Parce que la justice, quand même, ça traîne encore. Il y a eu des efforts avec Arusha, le tribunal international, où des millions de personnes ont été entendues. Il y a eu des condamnations, il y a eu des acquittements et tout ça. Mais la justice aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui reste? En fait, il y a eu aussi, à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, ils ont ramené
les anciens tribunaux, n'est-ce pas? Les gachacha. Voilà, les gachacha, n'est-ce pas, qui ont permis de juger beaucoup de personnes. Bon, il y a encore des séquelles. Il y a encore peut-être des gens qui sont échappés, qui sont éparpillés partout dans le monde. Et même, tu vois, des fois en Belgique, en France, au Luxembourg ou ailleurs, n'est-ce pas, des gens que l'on juge souvent par rapport, effectivement, à leur implication dans les crimes qui sont déroulés en 1994. Là, je suis entièrement d'accord. Mais il fallait quand même des efforts pour réconcilier ces gens-là. Parce que tu es obligé d'habiter avec quelqu'un que tu as vu massacrer ton frère, ta femme, ta sœur, n'est-ce pas, ta maman et ton père. Mais je pense quand même que... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Rwanda, c'est fini avec cette histoire de Hutu et Tutsi? Je pense quand même que... Ou en tout cas, ils ont pris des options... S'ils maintiennent le cap, franchement, ils se marient, ils sont ensemble. On a supprimé cette mention-là, n'est-ce pas, c'est des cadres internationaux. Sauf qu'il faut un peu plus de démocratie et tu n'oses même pas de liberté. Tu n'oses même pas parler, n'est-ce pas, à haute voix dans la rue, Hutu, Tutsi, ça n'existe pas. Peut-être entre eux, ils se connaissent, voilà, parce que c'est une histoire récente. Il y a juste... en fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut le faire par la force, par la terreur? C'est ça la question. Ou est-ce qu'il faut que les gens puissent s'exprimer par la force et ça. Par la terreur, ce sera simplement une réconciliation forcée, une réconciliation de façade. Il faudra poser des actes au fur et à mesure que les populations elles-mêmes puissent sentir au fond d'elles-mêmes ce besoin nécessaire et vital de réconciliation et qui fera que si réconciliation il y aura, ce sera une réconciliation sincère, une réconciliation parfaite, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, nonobstant ce qui s'est passé, des massacres terribles, ce qui s'est passé à Bisesero, ce qui s'est passé à Gisenyi, ou ce qui s'est passé à Murambi, à Nyamata, nonobstant tout ça, qu'ils puissent aller de l'avant et qu'ils se considèrent comme étant un seul peuple, n'est-ce pas, une seule nation, les Banyarwanda, qui se considèrent comme étant, ils ont un seul pays, le Rwanda, qu'ils considèrent comme ils sont une seule langue, le Kinyarwanda, et comme aussi, ils ont une seule nation, un seul État, et un seul avenir. Et je pense quand même qu'ils sont en train de poser des actes qui peuvent conduire à ça. Et ça, tout cela avec un Paul Kagame qui peut rester au pouvoir jusqu'en 2034. 2034, non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, la Constitution le lui permet, le référendum de 2015 qui a permis de changer. C'est vrai quand même parce qu'en Afrique actuellement... Et c'est des septennats là-bas. Avec tout ce qui se passe actuellement, les présidents sont en train de réduire des mandats. Il y a des constitutions qui sont votées. Le système est verrouillé. Nous avons vu l'effort du président Macky Sall et d'autres présidents en Afrique, n'est-ce pas, ce qu'ils sont en train de faire. Et effectivement, ça étonne. Ça fait mal qu'un président puisse rester éternellement au pouvoir. Mais moi, je comprendrais en fait un peu Paul Kagame, n'est-ce pas, c'était un autre président d'accord par rapport effectivement à ce qui s'est passé au Rwanda, mais reconnaissons quand même que le Rwanda est devenu un beau pays. Oui, mais vous avez maintenant, c'est acté. Vous avez au début cité un mais peu à quel prix? le taux de croissance, n'est-ce pas? Vous avez évoqué, même si vous ne l'avez pas évoqué, il y a la bonne gouvernance, il n'y a pas de propreté, les gens sont disciplinés, ils sont en train de construire des infrastructures et même d'innover sur le plan des nouvelles technologies de l'information. Et vous avez vu, n'est-ce pas, des drones qui transportent les médicaments, des poches de soins et des médicaments. Vous avez vu ce système-là de partage efficace sur le plan de l'agriculture et de l'élevage, et même, pourquoi pas, produire, n'est-ce pas, une usine de fabrication de smartphones. Donc, ils sont en train de faire des efforts, qui fait que beaucoup de jeunes Africains, n'est-ce pas, s'identifient à ça, voudraient effectivement que leur pays arrive à ça. C'est quoi l'intérêt? Parce que si un pays qui a été dévasté par la guerre, on parle de 800 000 morts, il y en a eu plus. Il y en a eu beaucoup plus. Il y en a eu plus d'un million de morts. Un pays qui était dévasté, des bâtiments ruinés, l'économie à terre, l'administration à plat. Que si ce pays-là, 25 ans après, n'est-ce pas, ressemble à ce dont il ressemble aujourd'hui, ça donne envie aux jeunes Africains d'aujourd'hui de dire que donc les pays qui sont là, qui n'ont pas connu autant de déchirures, peuvent arriver à ça. Donc c'est juste un exemple. C'est pourquoi beaucoup de jeunes s'identifient à Kagame, s'intéressent à Kagame. Non pas qu'ils approuvent la main forte, non pas qu'ils approuvent sa méthode de gouvernance, non pas qu'ils approuvent la façon dont les opposants... Bon, il y a certaines personnes qui pensent qu'il le faut. Ils approuvent la manière dont il a tiré ce pays des ténèbres vers la lumière. Mais justement, le grand défi pour quelqu'un comme Paul Kagame, c'est d'arriver à avoir des succès économiques, des victoires économiques et sociales,
et en s'ouvrant à la liberté et à la démocratie. C'est ça le grand défi. C'est pas sûr. en muselant toute l'opposition, en muselant la presse, en assassinant à tout va. Ça s'est passé. Justement, un régime en maintenant un régime de terreur, finalement, on ne sait pas où se situe la vérité. Et après, on écrit ou bien on témoignait contre ça. Il y a des gens qui ont révélé, n'est-ce pas, en disant qu'il y a eu des crimes qui ont été commis même avant de prendre le pouvoir dans les rangs du FPR. Bon, après, oui, en 98, quand on a assassiné Senda Chonga, il n'était pas encore au pouvoir. Des gens qui sont morts après en Afrique du Sud, des réfugiés. Oui. Bon, les gens disent que voilà, ils ont des anciens du système, le pouvoir. Oui. Bon, ça quand même sont pas des faits à encourager, et je ne serai jamais d'accord avec ça. Mais seulement, je ne juge pas par rapport à ça. Tout à fait. Je considère qu'il est en train, le président Kagame, de faire un excellent travail au Rwanda. Très bien. Et j'étais là-bas, j'ai participé à l'Umuganda ou bien au Esprit collectif. Le président Kagame sort avec les populations sans garde-corps, sans beaucoup de protocoles. Et puis il est clamé partout. Voilà. Ben, c'est ce qui justifie, selon vous, les 98% de pourcentage. Moi, je ne suis pas la commission électorale indépendante de Rwanda. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Donc, je ne peux pas juger, effectivement. Non, mais franchement, 90%, 98% quand même aux élections, donc, c'est... Bokar, même en Union soviétique, enfin, en Russie, ça n'existe plus. Mais Bokar, en fait, c'est vrai, c'est vous qui posez des questions. Mais je vous pose la question. Vous ne pensez pas que cela soit possible, que 90%... Théoriquement, oui, mais franchement, mais arrêtons, c'est-à-dire que déjà, il va aux élections, il a que des opposants qu'il s'est lui-même choisi. Bon, cite-moi un opposant. C'était le cas en 2000. Cite-moi un opposant qui mobilise des foules comme ça, qui aurait pu montrer. Mais ils sont emprisonnés. Victoire Ingabire, elle était en tôle, elle est sortie il y a pas longtemps à la faveur d'une loi d'amnistie, enfin d'une grâce. Il y a Diane Rwigara, elle aussi, elle a été intimidée pour les élections. Son père était un grand producteur industriel. Mais comment voulez-vous que l'opposition s'organise? La presse, même chose. Donc c'est compliqué. Mais bon, enfin, passons. Non, c'est vrai, mais il y a un problème. J'ose espérer qu'ils vont faire des efforts dans cela. Parce qu'ils ont fait des efforts dans beaucoup de choses. Et j'ose croire que le président Kagame et tout le gouvernement qui l'entoure, d'autant plus qu'on commence à voir, j'ose croire qu'ils vont poser des actes qui vont aller dans le sens, n'est-ce pas, de l'apaisement de la situation, de la démocratie effective et de la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de parole. Finalement, pour l'Afrique, on va terminer cette émission sur cette question. Quel enseignement on peut tirer de ce génocide-là, pour tout le continent, les Africains d'une façon générale? Parce qu'on a des ethnies un peu partout, on a des communautés. En RDC, des communautés se tapent dessus tout le temps. Les provinces. Les Peuls, on a vu la situation au Mali et en RDC aussi. Je veux dire que quelle leçon comment commencer par le texte de ma contribution en citant, n'est-ce pas, un grand penseur. Il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Cela vous dit que si les Africains prennent conscience de cela, ils peuvent aller de l'avant. Ce qui nous divise, c'est minime, c'est rien par rapport à ce qui nous unit. Je ne vois pas. Ce sont même des différences qui ne reposent sur rien. Nous sommes tous des Africains. Et ça, c'est une richesse. Que nous appartenons à des cultures différentes, que nous parlons des langues différentes, mais cela doit constituer une richesse. Mais le Congo est l'un des pays les plus riches du monde. Et c'est dommage que le Congo se retrouve, n'est-ce pas, dans cette situation-là. L'Angola, la même chose. Le Congo, c'est pas encore fini. Hein, mais je sais que c'est pas fini. Peut-être ils vont faire des efforts, mais c'est un pays merveilleux, n'est-ce pas? Mais quand on voit comment l'élection présidentielle s'est déroulée, ça n'encourage pas. En fait, non, ça n'encourage pas, parce qu'au moins, si le processus était transparent, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, c'est transparent aux yeux de tout le monde, donc il y ait un consensus. On nous espère déjà à régler. Le Congo va dépasser ces décennies de souffrance. En Afrique, ce qui nous divise, c'est absolument rien du tout par rapport à ce qui nous réunit. N'est-ce pas? Ce sont ces querelles-là, n'est-ce pas, de bornes fontaines, de langue, de culture. Nous sommes tous des Africains. Nous avons la vaste et grande culture, civilisation africaine, n'est-ce pas? Regroupons nos efforts. On doit mutualiser ce que nous avons de plus fort et de commun. Et je pense que dans chaque pays, si on fait la même chose, demain, l'Afrique pourra sortir de la grande nuit.
C'est sur ces paroles très optimistes de Amadou Tidiane Fall que se termine cette émission consacrée aujourd'hui aux 25 ans du génocide de Rwanda. Amadou Tidiane Fall, je le rappelle, est administrateur civil et chercheur en politique africaine. Merci d'être venu à cette émission. C'était passionnant et intéressant. Je pense qu'on va vous réinviter sur un autre sujet, pas forcément le Rwanda, pour approfondir et analyser un tout petit peu l'actualité africaine. Merci beaucoup, M. Fall. Merci beaucoup d'être venu. M. Khan. Merci beaucoup. Et aussi, je vous remercie parce que je vois que vous avez aussi des connaissances pointues, parce que ce n'est pas aussi facile de poser des questions précises. Vous avez des connaissances pointues, n'est-ce pas, sur l'histoire du Rwanda. Et là, effectivement, c'est ça qui fait la vitalité de l'émission. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, M. Fall. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Et à très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique. La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.